Un mot de cette attaque survenue au niveau d'un poste avancé de l'armée à la frontière. C'était le 20 juillet dernier au Togo. Donc absolument, on voit tout de suite sur une carte où ça s'est passé. Donc c'est un poste qui a déjà été attaqué en 2021, 8 soldats tués. Les autorités togolaises reconnaissent la mort de 30 personnes, 30 militaires en 2023. Mais dernière attaque d'ampleur, c'était le 17 juillet 2023. Donc cette dernière attaque du 20 juillet s'est déroulée à 15 heures. Des djihadistes ont attaqué depuis le Burkina Faso à bord de motos, de véhicules avec un appui de feu de mortier et une attaque avec plusieurs dizaines de djihadistes. On va voir des images maintenant d'un véhicule blindé Mamba, donc qui appartient à l'armée togolaise. On voit la violence des combats qui ont eu lieu dans cette caserne. Et puis on va voir les images de revendication, donc des djihadistes du JNIM. On va voir la quantité d'armement sur laquelle ils ont mis la main. Donc on va voir 4 mortiers, 2 mitrailleuses lourdes et surtout des fusils d'assaut là qu'on voit, donc de fabrication croate. Donc ce sont des fusils d'assaut VHS assez modernes. Nos militaires, pourquoi certains ne veulent pas aller au front? Parce qu'on ne leur donne pas suffisamment de moyens. Ce n'est pas que le Togo n'a pas de moyens. Pourquoi Fort ne veut pas leur donner les moyens? Fort ne veut pas leur donner les moyens parce que Fort a peur que, une fois que ces moyens sont dehors, les militaires peuvent les utiliser contre lui. Donc on leur donne le minimum. Dans les pays où il y a eu les coups d'État, c'est des militaires qui sont revenus du front pour renverser les pouvoirs qui sont dans la capitale. Donc il connaît le mode opératoire. Donc il ne veut pas donner suffisamment de munitions ou d'armes sophistiquées aux militaires. On leur donne juste ce qui peut leur permettre de tenir. Et on met les armes sophistiquées dans les casernes. Donc les gens sont sur le front. Et quand ils sont attaqués par des djihadistes qui sont aujourd'hui suffisamment armés, avec des armes de guerre puissantes, ils ont beau être des patriotes, mais ils ne peuvent pas résister. Vous avez vu les photos qui circulent? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Partageons la douleur de nos frères qui sont morts sur le front. C'est des Togolais qui meurent pour la patrie. Parce que c'est la patrie qui est attaquée. Mais on ne peut pas mettre autant de moyens pour la sécurité d'un seul individu et laisser les militaires à découvert. Donc, les gens qui sont dans l'armée togolaise, vous devez aussi vous poser des questions. C'est quoi votre mission? Et pourquoi on ne vous donne pas les moyens? Pourquoi on vous laisse se faire massacrer? Le Togo a voté une loi de programmation militaire en votant je ne sais pas combien de millions d'euros, plus de, je ne sais pas, 1000 milliards. Avant que je ne quitte le Togo, il y a une loi de programmation militaire qui a été votée à 1000 milliards. Mais les fonds sont passés où? Le matériel qui a été acheté sont stockés où? Pourquoi on ne sort pas les matériels pour permettre aux militaires de travailler, de défendre le territoire? Pourquoi on leur donne les armes qui ne sont pas suffisamment, ou bien pourquoi on ne leur donne pas suffisamment de munitions pour défendre la patrie? Comment se fait-il que plus de 100, 200, 300 terroristes peuvent rentrer sur un territoire sans qu'il y ait une sentinelle qui puisse informer la base que des gens arrivent pour que la base puisse se préparer? Comment est-ce que c'est possible? Les drones qu'on a achetés, les drones sont à Niamtougou, à 200 km des théâtres d'opération. Les drones sont à Niamtougou, parce que c'est à Niamtougou que Fort atterrit tous les jours, il va et vient à Lobé. Donc c'est là-bas qu'il faut protéger. Les drones sont à Niamtougou. Les drones ne sont pas sur le théâtre des opérations. À un moment donné, il faut qu'on dise la vérité au peuple. Autant les Togolais, autant la classe politique, tout le monde doit demander qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Et que les dirigeants rendent compte. Pourquoi ils n'arrivent pas à contenir le mal? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que nos soldats n'ont pas les moyens? Est-ce que c'est par manque de moyens? Est-ce que... On est allé acheter 2 hélicoptères chez les Russes. Des MiG-35. 2 hélicoptères. Il y a déjà eu 2 crashs d'hélicoptères. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Oh, parce que derrière ce qui se passe là, il y a la corruption, il y a les surfacturations, il y a les réseaux qui se font de l'argent, dans l'achat du matériel, les armes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette région là-bas. On est allé acheter des hélicoptères. En novembre 2023, un hélicoptère en pleine opération sur un village a perdu sa portière. C'est-à-dire, l'hélicoptère était en l'air et puis la portière s'est détachée. En plein vol,
l'hélicoptère a perdu sa portière. Vous imaginez ça? Ça veut dire que avant même que l'aéronef ne décolle, il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a rien eu, tout. L'hélicoptère était en l'air et l'hélicoptère a perdu sa portière. La portière est tombée dans un village. Et les villageois ont ramassé la portière. Et sont allés chez le chef du village pour lui montrer que cet objet est tombé. Les militaires sont arrivés dans le village. Ils ont frappé les gens. Ils sont venus pour récupérer la portière. Ils ont frappé les gens. Ils ont ramassé les téléphones portables pour s'assurer que personne n'a pris une vidéo de la portière pour que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Quand vous agissez comme ça, comment vous pensez que les populations vont faire une communion avec vous pour dénoncer les gens qui arrivent pour nous faire du mal? Quelques mois plus tard, cet hélicoptère s'est explosé. La vidéo que j'avais passée sur ma page là, où l'hélicoptère est tombé dans le camp Nipurma, c'est cet hélicoptère dont on avait perdu la portière qui est tombée dans le camp Nipurma. L'hélicoptère a explosé au décollage. Et ces hélicoptères sont pilotés par des Biélorusses. Et qui sont des individus très alcooliques. Toujours dans la bagarre. Donc des gens qui sont accros à l'alcool. C'est eux qui pilotent ces hélicoptères. C'est le premier hélicoptère, ça. Le deuxième hélicoptère faisait un vol de reconnaissance. Et une grenade est tombée de l'hélicoptère. Tout près d'une maison dans l'Oti Sud. L'hélicoptère était en train de faire la ronde et puis une grenade est tombée de l'hélicoptère. Dans l'Oti Sud. Et le mois passé, ce second hélicoptère aussi a fait crash. Ce second hélicoptère a aussi tombé en panne. On a voté la loi pour la programmation militaire de 1000 milliards. Prenez la loi de finances. On a voté la loi de programmation militaire de 1000 milliards. Et à cause de cette loi de programmation de 1000 milliards, on a augmenté les impôts au Togo. Les impôts sont derrière les gens. Les Togolais payent le prix de la défense de leur territoire à travers les impôts. Et des individus qui sont chargés d'aller acheter du matériel sont allés acheter de la ferraille en Biélorussie avec des individus, des pilotes accros à l'alcool. Et 2 ans après, on a perdu les 2 hélicos. Deux ans après, on a perdu les 2 hélicos. Conséquence, on a des problèmes. Les drones sont aussi en panne. Donc, aujourd'hui, dans le nord du Togo, là-bas, on a des soldats qui sont au front, qui sont mal équipés, qui n'ont pas de la logistique et qui n'ont pas les moyens de se battre contre l'ennemi invisible. Parce que les bandits enturbanés, là, c'est des ennemis invisibles. J'ai parlé tout à l'heure de la 12-7, avec l'attaque de Fawargou, ils ont emporté la 12-7. Vous savez que, avant, il y a cela 2 ou 3 ans, les barbus là, ils avaient juste la Kalachnikov. Ils avaient beaucoup de Kalachnikov, et ils avaient des motos et des téléphones. Mais à force de s'attaquer aux casernes dans les pays voisins, ils ont récupéré beaucoup d'armes et des armes sophistiquées. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus que des motos, ils ont des blindés, ils ont des véhicules, donc des pick-up, ils ont des 12-7, ils ont des RPG. Et tout le monde sait qu'une 12-7, vous pouvez chercher sur Internet, ça peut tirer à une certaine distance donnée. Et quand un militaire entend le bruit d'une 12-7, s'il n'est pas en bonne position, son premier réflexe, c'est de se mettre à l'abri. Et les barbus ont maintenant beaucoup de 12-7. Ça veut dire que
ils peuvent rester à distance et canarder les nôtres. Pendant ce temps, les nôtres, ils ont des Kalachnikov de vieux temps, qu'on vend à $60 dans les marchés noirs, tout ça. Comment est-ce que vous pouvez faire face à ce mal? Alors que, est-ce que le Togo, par exemple, a besoin d'aller chercher des soldats, des mercenaires pour venir faire la guerre au nord du Togo? Si on suppose que ceux qui ont fait l'escadrille, il n'y a pas suffisamment de compétences pour piloter les hélicoptères et qu'on soit obligé d'aller chercher les Biélorusses, les Turcs viennent chercher quoi? Alors nous parlons, il y a plus d'une centaine de Turcs qui sont là-bas dans la région. Une centaine de Turcs qui sont dans la région. Et les relations entre ces étrangers et l'armée togolaise, ce n'est pas toujours de bonnes relations. Ça crée toujours des frictions, des incompréhensions. Parce que quand vous êtes sur un théâtre des opérations, il faut un chef pour faire le commandement. Il faut un chef et que les ordres qu'on donne soient des ordres qui vont dans une certaine direction, qui ait une verticalité. Les Turcs et les Biélorusses, ils reçoivent leurs ordres directement de Lomé, de la présidence. Pendant que les patrons qui sont sur le terrain doivent aussi canaliser leurs troupes. Comment voulez-vous que les petits bandits là ne rentrent pas sur le territoire, puisque entre nous-mêmes, ça ne va pas? Depuis que cette histoire a commencé, est-ce que Faure Gnassingbé, qui est le chef de l'État, garant de l'unité nationale, est-ce qu'il a appelé par exemple la classe politique togolaise pour dire, je vous appelle tous en tant que classe politique togolaise, pour partager les inquiétudes que j'ai avec vous, que le Togo est attaqué de l'extérieur, nous devons nous défendre, voilà les moyens que nous devons mettre à disposition pour nous défendre. Et je vous appelle à l'unité. Et que je suis disponible à vous consulter régulièrement pour lutter contre ce mal et les stress de notre pays. Dans les pays civilisés, c'est comme ça que ça se passe. Et je ne sais pas si c'est Churchill qui l'a dit. Churchill a dit, la guerre est une chose tellement sérieuse qu'on ne doit pas la laisser seulement dans les mains des militaires. Dans tous les pays au monde, dans les pays démocratiques, ce n'est pas pour une raison fortuite que le chef qui déclare la guerre, c'est le président de la République. Et généralement, c'est un civil. C'est le président de la République qui déclare la guerre. Et les militaires reçoivent les ordres pour agir. Est-ce que le président de la République, au Togo, a consulté la classe politique pour dire, je vous appelle à l'unité nationale, notre pays est attaqué, on a des problèmes, je vous consulte régulièrement? Il en fait sa chose privée. Les armes qu'il achète, c'est lui qui décide. Les armes qui viennent, c'est lui qui décide. Ce qui se passe là-bas, c'est lui qui décide. Mais attendez, mais il a en main la sécurité de tous les Togolais.